L'hiver, cette année-là, c'était en 1946, fut interminable. En plein mois d'avril, un vent glacé s'engouffrait dans les rues de la ville et des nuages chargés de neige balayaient le ciel. Le vieil homme, son nom était Drioli, se traînait péniblement le long du trottoir de la rue de Rivoli. Transi, famélique, en boule comme un hérisson dans son pardessus noir et crasseux, il avait relevé son col. On ne voyait plus que ses yeux et le sommet de son crâne. La porte d'un café s'entr'ouvrit et une vague odeur de poulet rôti lui fit mal au creux de l'estomac. Il avançait, regardant sans les voir les chemises et cravates de soie, les diamants, parfums, porcelaines, meubles anciens et livres rares. Arrivé devant une galerie de peinture, il s'arrêta. Il avait toujours aimé la peinture. Dans la vitrine, une seule toile. Il la regarda et se détourna, prêt à continuer son chemin. Soudain, il hésita, regarda de nouveau la toile et ressentit brusquement une impression curieuse, un malaise, un tressaillement de la mémoire, le souvenir obscur et lointain de quelque chose qu'il avait déjà vu quelque part. Il regarda encore. Un paysage, une masse d'arbres vertigineusement penchés et tordus par un vent démentiel contre un ciel tourbillonnant. Fixée sur le cadre, une petite plaque gravée. Chaim Soutine, 1894-1943. Drioli ne pouvait détacher ses yeux du tableau. Pourquoi lui paraissait-il familier ? Une peinture extravagante, certes, tout à fait extravagante, mais qui lui plaisait. Chaim Soutine, Soutine. Mon Dieu, c'est lui, s'écria-t-il tout à coup. Bien sûr, c'est lui, mon petit Kalmouk, avec une toile dans une des meilleures galeries de Paris. Incroyable! Le vieil homme se rapprocha et pressa sa face contre la vitre. Il se rappelait le garçon. Il se le rappelait même très distinctement. Mais où et quand ? Ce souvenir du reste n'était pas si facile. C'était vieux. Vieux ? Combien de temps ? Voyons. 20 ans ? Non, plutôt 30. Mais oui, c'était en 1913, un an avant la guerre, la vraie, qu'il avait connu ce petit Kalmouk, laid, taciturne, toujours sombre, ce garçon qu'il aimait bien pourtant, car c'était vraiment un peintre. Ah, pour ça oui, il savait peindre ce gosse-là. Les souvenirs affluaient maintenant en masse. La rue, les poubelles rangées sur toute sa longueur, les chats bruns qui se faufilaient délicatement entre les tas d'ordures. Mais quelle rue ? Où habitait donc le petit ? Cité Falguière, voilà ! Le vieil homme opina plusieurs fois, ravi d'avoir retrouvé le nom de la rue. Il y avait aussi l'atelier, avec son unique chaise et le divan rouge, malpropre, où le peintre dormait. Les soirées de beuverie, où l'on se saoulait au vin blanc, et dominant tout, le visage sombre et amer du garçon qui se tourmentait sans cesse au sujet de sa peinture. Curieux, pensa Drioli, comme tout lui revenait maintenant avec facilité. Chaque petit détail évoqué semblait en appeler un autre. Cette blague du tatouage, par exemple, quelle histoire de fou! Voyons, comment avait-elle commencé ? Ah oui, c'était ce fameux jour où, se sentant riche, il avait acheté tant de vin. Il se rappelait bien le moment où il était entré dans l'atelier, le paquet de bouteilles sous le bras. Assis devant son chevalet, le garçon peignait, et sa femme, celle de Drioli, posait, debout au milieu de la pièce. « Ce soir, les enfants, avait-il annoncé, c'est fête.
une petite fête rien que pour nous. Et qu'est-ce qu'on fête? Avait demandé le garçon sans lever les yeux. As-tu par hasard décidé de répudier ta femme pour que je l'épouse? Non, fit Drioli, aujourd'hui on fête ma richesse. Je suis un vrai nabab. J'ai travaillé dur et gagné beaucoup d'argent. Et moi, pas un sou. Ça se fête aussi? Si tu veux. Debout près de la table, Drioli défaisait le paquet. Il mourait de soif. 9 clients dans la journée, 9 troufions avinés, dont 7 avaient payé comptant. On n'avait jamais vu ça. Fallait pas s'en plaindre, bien sûr, mais il était crevé, les yeux surtout. Les blancs striés d'un fin réseau de vénules rouges, les paupières lourdes, à demi fermées. Il sentait au fond de ses orbites une douleur aiguë et lancinante. Mais basta, la journée finie, les poches pleines et 3 bouteilles, une pour lui, une pour sa femme, une pour son copain. Il était heureux. Fouillant dans l'atelier, il trouva le tire-bouchon et déboucha les bouteilles. Chaque bouchon sortait avec un petit pop. Le peintre lâcha ses pinceaux. « Bon sang, s'écria-t-il, c'est impossible de travailler avec tout ce remue-ménage. » La jeune femme traversa l'atelier pour regarder le tableau. Drioli s'approcha aussi, une bouteille dans une main, un verre dans l'autre. « Non !» hurla le garçon soudain furieux. « Non !» Enlevant la toile du chevalet, il la tourna contre le mur. Mais Drioli l'avait vue au passage. « Ça me plaît. »« C'est très mauvais. »« C'est magnifique, comme tout ce que tu fais d'ailleurs. Moi, j'aime ta peinture. »« Dommage qu'elle ne soit pas comestible, » fit le petit, d'un air bougon. « Je ne peux pas la manger. »« Qu'est-ce que tu veux? Elle me plaît. »« Allons, bois, » fit Drioli en lui tendant un verre rempli d'un vin jaune pâle. « Bois, ça va te ragaillardir. » Non, il n'avait jamais rencontré d'être humain aussi profondément malheureux, se disait Drioli. Jamais de visage aussi tourmenté et amer. Il l'avait remarqué dans un café, 7 mois plus tôt, attablé, buvant seul. Parce qu'il ressemblait à un Slave ou à un Asiate, Drioli, s'installant en face de lui, avait demandé « Tu es russe ?»« Oui. »« D'où ?»« De Minsk. » Drioli, se levant d'un bond, l'avait pris dans ses bras, tout heureux, en s'écriant que lui aussi était originaire de Minsk. « Moi, ce n'est pas tout à fait Minsk, mais tout près, » avait dit le garçon. « Où ça ?»« Smilovici, à une 15aine de kilomètres. »« Smilovici ?» s'était écrié Drioli. « Smilovici ? Je m'y suis souvent promené lorsque j'étais gosse. » Alors il s'était assis, regardant affectueusement l'autre. « C'est drôle, avait-il remarqué. Tu n'as pas du tout l'air d'un Russe de l'Ouest, pas du tout. Tu ressembles à un Tartare. Je dirais même plutôt un Kalmouk. » Et maintenant, debout dans l'atelier, Drioli observait encore le garçon qui prit son verre et avala son vin d'un seul trait. C'était bien une tête de Kalmouk, aux pommettes hautes et saillantes, au nez aplati taillé à coups de serpe. De grandes oreilles décollées accentuaient la largeur de la face. Les yeux bridés, les cheveux noirs, les lèvres épaisses et boudeuses, oui, tout à fait ça. Mais en revanche, chaque fois que Drioli regardait les mains du peintre, leur finesse et leur blancheur le surprenaient. De vraies mains de femme, aux doigts menus et légers. « Donne-moi encore, veux-tu ?» fit le garçon en tendant son verre. « Puisque tu dis que c'est fête aujourd'hui, faisons bien les choses. » Drioli versa une deuxième tournée et s'assit sur la chaise. Le peintre s'installa sur le divan avec la jeune femme. Les 3 bouteilles par terre, entre eux. « Ce soir, dit Drioli, pas besoin de s'en faire. On peut prendre une cuite, je suis riche.
Je devrais peut-être aller acheter encore quelques bouteilles. Combien faut-il en rapporter ? 6 de plus, déclara le garçon. 2 pour chacun de nous. Bon, je vais les chercher. Je viens t'aider. Au café le plus proche, Drioli acheta 6 litres de vin blanc qu'ils ramenèrent à l'atelier. Drioli, armé du tire-bouchon, les déboucha l'une après l'autre et les aligna par terre sur 2 rangs. Tous 3 s'installèrent pour continuer leur beuverie. « Seuls les richards peuvent s'offrir de telles fêtes, dit Drioli. « C'est vrai, acquiesça le jeune homme. Dis, Josie, n'est-ce pas que c'est vrai ? Bien sûr. Comment te sens-tu, Josie ? Merveilleusement bien. Veux-tu quitter Drioli pour moi ? Sûrement pas. Un vin rare, apprécia Drioli. C'est un privilège que de le boire. Sans se hâter, avec application, il se saoulait. L'habitude était devenue chez eux routine, mais il fallait obéir à des rites, garder un maintien grave, prononcer les mots de circonstance, les dire et les redire. Il était séant, par exemple, de prôner le vin et de prendre son temps afin de mieux savourer les 3 stades de transition, surtout pour Drioli, pour arriver au stade du flottement, celui où ses pieds cessaient d'être à lui. C'était là le meilleur moment. Il baissait les yeux, voyait ses pieds à une grande distance, se demandait à quel idiot ils appartenaient et pourquoi on les laissait traîner là-bas si loin. Au bout d'un moment, il se leva pour donner de la lumière et fut surpris de constater que les pieds le suivaient, l'accompagnaient partout. D'autant plus surpris qu'il ne lui semblait pas toucher terre. Il avait l'agréable sensation de marcher sur des nuages. Il erra autour de l'atelier et se mit à regarder furtivement l'étoile retournée contre le mur. « Écoute, dit-il quelques instants plus tard, j'ai une idée. » Il traversa l'atelier et vint se planter devant le divan en titubant légèrement. « Écoute-moi, mon petit Kalmouk. Que veux-tu ? J'ai une idée absolument sensationnelle. M'écoutes-tu ? Non, j'aime mieux écouter Josie. Écoute-moi, je t'en prie. Tu es mon copain, mon petit Kalmouk de Minsk, mais tu es aussi un grand artiste et j'aimerais posséder une de tes œuvres. Je te les donne toutes, tu n'as qu'à te servir, mais ne m'interromps pas lorsque je cause avec ta femme. Non, tu n'as pas compris. Écoute-moi bien. Je veux une œuvre que je garderai toujours, toute la vie. Une œuvre qui m'accompagnerait partout, quoi qu'il arrive. Une œuvre signée de toi. Tu m'entends ? Il se pencha, posa la main sur le genou du garçon et le secoua. « Écoute, je t'en prie. »« Mais écoute-le donc, fit la jeune femme. Voilà mon idée. Je voudrais que tu peignes quelque chose sur mon dos et qu'ensuite tu le fixes par un tatouage. Tu as des idées de cinglé. Je te montrerai comment on fait un tatouage. Tu verras, c'est facile, un jeu d'enfant. Je ne suis plus un enfant. Je t'en prie. Je te répète que tu es fou. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin ? Le peintre plongea ses yeux dans les prunelles sombres, fixes, allumées par la boisson de l'autre homme. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu veux ? Tu pourrais me faire si facilement ce plaisir. Tu le pourrais. Je te dis que tu le pourrais. Tu veux dire le tatouage ? Oui, le tatouage. Je te montrerai en 2 minutes comment on fait. Non, ce n'est pas possible. Insinuerais-tu, par hasard, que je ne sais pas ce que je dis ? Non, il ne pouvait insinuer cela, ce petit,
car si quelqu'un connaissait son métier, c'était bien lui, Drioli. N'avait-il pas le mois dernier recouvert tout le ventre d'un homme d'un dessin exquis, un ravissant et délicat semis de fleurs, qui avait tatoué avec une science consommée un ours brun sur la poitrine velue d'un client, se servant des poils pour imiter la fourrure de la bête, qui savait placer un nu féminin avec tant d'art sur un bras d'homme que le jeu des muscles, lorsque ce bras fléchissait, animait le corps de la femme, lui faisait faire de surprenantes contorsions. « Tout ce que je dis, fit le garçon, c'est que tu es sourd et que ton idée, c'est une lubie d'ivrogne. Jourdi pourrait nous servir de modèle. Une étude de Josie sur mon dos, n'ai-je pas le droit d'avoir le portrait de ma femme sur le dos ? Un portrait de Josie ? Pourquoi pas ? Non, dit la jeune femme. Josie, ma chérie, je t'en prie. Prends cette bouteille et vide-la. Ça te rendra compréhensive. C'est une idée formidable. C'est bien la première fois de ma vie que j'ai une idée pareille. Mais quelle idée ? Celle de faire tatouer ton portrait sur mon dos. Un portrait de moi ? Un nu, dit le garçon. L'idée est plaisante. Non, pas un nu, fit la jeune femme. Je répète comme mon idée est sensationnelle, insista Drioli. C'est une idée de fou, dit Josie. De toute façon, c'est une idée, dit le jeune homme. Et une idée, ça se célèbre. Et ils vidèrent une autre bouteille. Puis le garçon dit : ton idée de tatouage ne vaut rien, je ne saurais pas le faire. Laisse-moi plutôt peindre le portrait de Josie sur ton dos. Il sera tien aussi longtemps que tu ne prendras pas de bain, et si tu ne te laves plus jamais, tu l'auras toute ta vie. Non, dit Drioli. Le jour où tu décideras de te laver, je saurai que tu n'attaches plus de valeur à mon œuvre. Je saurai le cas que tu fais de mon art. Non, je n'aime pas cette idée, dit la jeune femme. Il a une telle admiration pour ta peinture qu'il serait capable de rester sale pendant des années. Moi, j'aime mieux un tatouage, mais pas un nu. Alors, la tête seulement, proposa Drioli. Je n'y arriverai jamais. Je te dis que c'est simple comme bonjour. Je te l'apprendrai en 2 minutes, tu verras. Je vais aller chercher mes instruments, les aiguilles et les encres. J'ai des encres de toutes les couleurs. Et quelles couleurs! Plus belles que les tiennes. C'est impossible. Mais si, tu verras. N'est-ce pas que j'ai des tas d'encre, Josie ? Oui, c'est vrai. Je vais aller les chercher sur le champ, dit Drioli. Il se leva, en vacillant légèrement, mais d'un air tout à fait décidé, et sortit. Une demi-heure plus tard, il était de retour. « J'ai tout ramené, dit-il en agitant à bout de bras une valise marron. Il y a là tout ce qu'il faut pour faire un tatouage. » Il posa la valise sur la table, l'ouvrit et en sortit les aiguilles électriques et les petites bouteilles d'encre qu'il étala sur la table. Il brancha l'aiguille, la prit et pressa sur le bouton. La pointe, qui avait à peine un demi-centimètre de longueur, se mit à vibrer avec un rapide mouvement de va-et-vient. Drioli enleva sa veste et retroussa la manche de sa chemise sur son bras gauche. « Maintenant, regarde, dit-il. Fais bien attention. Tu verras, c'est enfantin. Je vais tracer un dessin sur mon bras, ici. » Son avant-bras portait de nombreuses marques bleues, mais il choisit un coin de peau bien net pour y faire sa démonstration. D'abord, l'encre.
Nous allons prendre du bleu ordinaire pour commencer. J'y plonge la pointe de mon aiguille comme ça. Puis je la tiens bien droite et je la laisse courir à la surface de la peau sans appuyer. Grâce au petit moteur, la pointe qui va et vient très vite fait sur la peau de minuscules piqûres où pénètre l'encre. Et voilà, le tour est joué. Tu vois? Regarde maintenant. Je vais dessiner un lévrier sur ma peau. Le peintre semblait intrigué. Laisse-moi essayer sur ton bras. Il prit l'aiguille bourdonnante et se mit à tracer des lignes bleues sur l'avant-bras de Drioli. Tu as raison, dit-il, c'est très facile. Comme un dessin à l'encre et à la plume, sauf que c'est plus lent. Je te l'avais dit, ce n'est rien. Tu es prêt? On commence? Allons-y. Le modèle, appela Drioli. Vite, Josie. Où l'installer? Dans quelle pose? Là-bas, près de ma table de toilette, avec une brosse à la main et les cheveux dénoués. Je veux la peindre en train de se brosser les cheveux. Magnifique! Je te dis que tu as du génie. La jeune femme se leva d'assez mauvaise grâce pour prendre la pose, son verre à la main. Drioli arracha vivement sa chemise, enleva son pantalon, ne gardant que caleçons, chaussettes et souliers. Il attendait, debout, se balançant d'un pied sur l'autre. Son petit corps était râblé, sa peau blanche et à peine poilue. « C'est moi qui suis la toile, maintenant, dit-il. D'abord, dit le petit, je vais faire une simple esquisse à l'huile. Si elle me plaît, je la recouvrirai d'un tatouage. » Il prit un large pinceau et commença à peindre sur la peau nue de Drioli. « Aïe, aïe, aïe! Un mille-pattes géant se promène sur mes vertèbres. Allons, tiens-toi tranquille. » Le petit travaillait vite, n'appliquant qu'une légère couche de peinture bleue pour ne pas être gêné lorsqu'il entreprendrait le tatouage. Il se concentrait à ce point que l'ivresse avait cédé à la passion du peintre. Il procédait par touches légères, brèves, de l'avant-bras, sans jamais bouger le poignet. En moins d'une demi-heure, il avait terminé. « Ça va, c'est tout, » dit-il à la jeune femme qui retourna au divan, s'y étendit de tout son long et tomba dans un profond sommeil. En revanche, Drioli, bien éveillé, observait le petit qui prit l'aiguille et la trempa dans l'encre. La piqûre aiguë, titillante, de la pointe qui courait sur sa peau nue, sensation plus désagréable que douloureuse, l'empêchait de s'endormir. De par les mouvements de l'aiguille qu'il sentait et les couleurs d'encre dont usait le peintre, il s'amusait à imaginer ce qui se passait sur son dos. Le garçon travaillait avec un acharnement extraordinaire. La nouveauté de l'instrument qu'il maniait, sa technique, les encres de couleur semblaient le fasciner. Jusqu'aux premières heures du jour, le garçon travailla sans relâche. Drioli se rappelait que lorsque l'artiste s'était enfin arrêté en disant « c'est fini », au dehors, le ciel était clair et l'on entendait le bruit des passants dans la rue. « Je veux voir », avait-il dit. Et comme le garçon lui présentait un miroir à l'angle voulu, il avait tendu le cou pour regarder son dos dans la glace. « Nom de Dieu !» s'écria-t-il. C'était un spectacle fantastique. Tout son dos, des épaules jusqu'aux reins, n'était qu'un flamboiement d'or, de vert, de vermillon, de bleu et de noir. Le tatouage était si épais qu'il semblait en relief. Le garçon, suivant de près les coups de pinceau de l'esquisse, les avait chargés lourdement de couleurs. L'effet obtenu
en incorporant dans sa composition les omoplates et la colonne vertébrale, était saisissant. En dépit de la lenteur du procédé, l'œuvre donnait une impression de spontanéité, de vie. On y retrouvait les caractéristiques essentielles de la manière de Soutine, sa facture tordue et curieusement torturée. La ressemblance n'était pas parfaite, c'était plutôt l'expression d'un état d'âme qu'un véritable portrait. Le visage, traité en flou, rendait bien l'impression d'ivresse. Le fond tournoyait autour de la tête en une seule masse de coups de pinceau vert, sombre, fiévreux et tourmenté. C'est absolument extraordinaire. J'avoue que je n'en suis pas mécontent. Le garçon recula, observa son travail d'un œil critique. J'en suis même assez content, dit-il, pour le signer. Reprenant l'aiguille, il inscrivit son nom à l'encre rouge, à droite, en bas, sur les reins de Drioli. Le vieil homme, nommé Drioli, regardait le tableau exposé dans la vitrine de la galerie avec des yeux fixes de somnambule. Que c'était vieux, que c'était loin tout ça. Il avait l'impression d'avoir vécu ces choses-là dans une vie antérieure. Et le petit, il se souvint d'avoir remarqué son absence à son retour de la guerre, la vraie. Il avait alors demandé de ses nouvelles à Josie. « Où est passé mon petit Kalmouk ?»« Je n'en sais rien, il est parti. On m'a dit qu'un marchand l'avait pris en main et l'avait envoyé travailler à Serré. C'est la dernière fois que son nom fut prononcé entre eux. Peu après, ils s'installèrent au Havre où les marins étaient nombreux et le commerce prospère. » Le vieil homme sourit en se rappelant le Havre. Quelles bonnes années entre les deux guerres! Il avait sa petite boutique près des docks, un logement coquet et ne manquait jamais de clientèle. Tous les jours, 3, 4 et parfois même 5 marins entraient pour se faire tatouer. Oui, vraiment, ce furent là des années de bonheur. Puis vint la Deuxième Guerre. Josie fut tuée et les Allemands arrivèrent. Alors, plus de travail du tout. Dans des moments pareils, qui eût pensé à se faire tatouer des images sur les bras? Drioli était trop vieux pour apprendre un autre métier. Désemparé, il avait réussi tant bien que mal à gagner Paris avec l'espoir un peu vague que les choses s'arrangeraient dans la capitale, mais il n'en avait rien été. Maintenant, la guerre terminée, il n'avait plus ni argent, ni énergie pour remettre sur pied son petit commerce. Ce n'était pas facile pour un vieil homme de se débrouiller, surtout s'il ne voulait pas mendier. Mais comment faire pour vivre? Eh bien, se dit-il, voilà mon petit Kalmouk. C'est curieux comme un seul objet suffit à ranimer tout un passé. Quelques instants plus tôt, il se rappelait à peine le tatouage sur son dos. Il n'y avait plus pensé depuis des années. Il rapprocha sa figure de la vitrine pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de la salle. Sur les murs, il vit de nombreux tableaux caractéristiques de la manière de l'artiste. Et dans la salle, beaucoup de monde. Évidemment, l'exposition était d'importance. Mu par une impulsion subite, Drioli se retourna et poussant la porte, entra dans la galerie. La pièce était longue, tendue d'un tapis moelleux couleur de vin vieux. Dieu qu'il y faisait bon et chaud. Des gens propres, dignes, bien habillés, un catalogue à la main, allaient d'une toile à l'autre. Drioli, debout devant la porte, lançait des regards craintifs à la ronde,
n'osant se mêler à cette foule élégante. Mais avant qu'il pût faire un geste, une voix demanda « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» L'homme qui l'apostrophait portait une jaquette noire, courteau, grassouillé. Il avait un visage pâle et des bajoux flasques comme un épagnol. Il se rapprocha de Drioli en répétant « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Drioli ne bougea pas. « Faites-moi le plaisir de déguerpir, » dit l'homme. « Allez, oust, sortez de ma galerie. »« Et pourquoi donc ? J'ai bien le droit de regarder l'exposition, moi aussi. » « Je vous ai dit de sortir. » Loin de se laisser intimider, Drioli se sentait au contraire furieusement outragé par ce ton. « Allons, disait l'homme, pas d'histoire, sortez vite, par ici. » Il posa sa main blanche et grasse sur le bras de Drioli pour le pousser fermement vers la sortie. Ce geste mit le vieil homme hors de lui. « Lâchez-moi, enlevez vos sales pattes, ne me touchez pas !» hurla-t-il. Sa voix résonna, forte et claire dans la longue salle, et d'un même mouvement, tous les regards se tournèrent vers l'auteur du scandale. Un employé empressé courut vers son patron pour l'aider à chasser l'intrus. Tous deux bousculèrent Drioli, le repoussant vers la sortie. Les spectateurs assistaient à la lutte en silence. Leurs visages n'exprimaient qu'indifférence. Et leur regard semblait dire « Ça va, pas de danger, on règle l'histoire sans nous. »« Moi aussi !» hurlait Drioli. « Moi aussi, j'ai une œuvre de Soutine. C'était mon copain et je possède une œuvre de lui. C'est un fou, il est peut-être dangereux. On devrait appeler police secours. » D'une brusque torsion de son vieux corps, Drioli se dégagea, et avant que l'on pût intervenir, il descendit en courant la longue galerie, criant à tue-tête « Vous allez voir, vous allez voir !» Il arracha son manteau et sa chemise, les jeta à terre et se retourna, présentant son dos nu à l'assistance. « Voilà, fit-il, essoufflé, le voilà, mon tableau !» Un silence de mort tomba sur la salle. Chacun s'arrêta, figé, frappé d'une stupeur à laquelle se mêlait un certain malaise. Tous regardaient l'image tatouée sur le dos de Drioli. Elle était là, éclatante comme au premier jour. Ses couleurs n'avaient pas changé, mais le vieil homme avait maigri, ses omoplates saillaient, et le portrait avait pris un aspect bizarre, fripé et aplati. On ne saurait s'y tromper. C'est sa première manière, n'est-ce pas ? Penchez-vous un peu, mon ami, s'il vous plaît, afin que le tableau soit tendu et bien à plat. C'est inouï, absolument inouï. Regardez, c'est même signé. Dites-moi, grand-père, quand cette œuvre a-t-elle été faite ? En 1913, répondit Drioli sans se retourner. L'automne 1913. Mais qui lui a appris à tatouer ? C'est moi ? Et le modèle ? Ma femme. Le propriétaire de la galerie se frayait un passage à travers l'assistance pour se rapprocher de Drioli. Il était calme, grave même, un sourire esquissé au coin des lèvres. « Monsieur, dit-il, je vous l'achète. » Drioli voyait trembloter la chair molle de son visage. « Je vous propose de me le vendre, monsieur. »« Et comment voulez-vous l'acheter ?» demanda Drioli à voix basse. « Je vous en offre 200 000 francs. »« N'acceptez pas !» souffla une voix derrière lui. « Cela vaut 20 fois plus !» Drioli ouvrit la bouche, mais ne put prononcer un seul mot. Il la ferma, la rouvrit et murmura enfin très doucement. « Comment puis-je la vendre ?»« Oui,
reprenait-on dans l'assistance. Comment peut-il le vendre? Le tableau fait partie de son corps. Écoutez, dit le marchand de tableaux en se rapprochant davantage. Je vous aiderai, je vous ferai riche. Nous allons conclure un petit arrangement privé pour ce tableau, non? Drioli le suivait des yeux avec inquiétude. Évidemment, dit-il, si j'achète le tableau, il faut que je vous achète aussi. C'est à première vue un désavantage. Ce tableau n'aura de valeur qu'après votre mort. Voyons, quel âge avez-vous, mon ami? 61 ans. Vous ne semblez pas très solide, hein? Le marchand laissa retomber sa main et se mit à considérer Drioli de la tête aux pieds comme un maquignon en train d'estimer une vieille rosse. « Je n'aime pas ça, monsieur !» Esquissant un mouvement pour s'en aller, il tomba dans les bras d'un homme de haute taille qui le retint en lui posant les mains sur les épaules. Drioli voulut s'excuser. L'inconnu se pencha vers lui tout sourire et pour le rassurer, lui tapota doucement l'épaule d'une main gantée de jaune canari. « Dites-moi, mon ami, fit-il d'une voix aimable, aimez-vous nager et prendre des bains de soleil ?» Drioli le regarda stupéfait. « Aimez-vous les plats cuisinés, les vins fins des meilleurs crus bordelais ?» L'homme souriait toujours, découvrant une solide rangée de dents blanches où brillait par instant un éclair d'or. « Mon Dieu, bien sûr, répondit Drioli perplexe, ne sachant où l'autre voulait en venir. « Goûtez-vous la compagnie des jolies femmes? Pourquoi pas? Aimeriez-vous une penderie qui regorge de costumes, de chemises, de pardessus faits sur mesure? Il me semble que votre garde-robe est un peu succincte, non ?» Drioli laissait parler l'homme suave, attendant la suite de sa proposition. « Avez-vous jamais porté des souliers confortables, faits exprès pour vos pieds? Non. Croyez-vous que cela vous plairait? Eh bien, que direz-vous si un coiffeur venait tous les jours vous faire la barbe et rafraîchir la coupe de vos cheveux? » Drioli l'écoutait bouche bée. « Et une sonnette à portée de votre main pour appeler la femme de chambre et vous faire servir votre petit déjeuner au lit? Que diriez-vous de cette vie-là, monsieur? Aurait-elle de l'attrait pour vous? » Drioli, ébahi, ne pipait mot. « Voyez-vous, monsieur, je suis propriétaire de l'hôtel Bristol à Cannes. Je vous invite à descendre avec moi sur la côte pour passer le reste de vos jours dans le confort et le bien-être, à mes frais, bien entendu. » L'inconnu s'arrêta sur ces mots pour laisser à son interlocuteur le temps de savourer cette perspective pleine de délices. « Votre seule obligation, oserais-je l'appeler votre plaisir, sera de vous prélasser au soleil en maillot de bain sur ma plage privée, en buvant des cocktails. Cela vous déplairait-il par hasard, monsieur ?» Drioli ne répondait toujours pas. « Je vois que vous ne me suivez pas. Voyons, mes clients auront ainsi la joie d'admirer à loisir l'admirable tableau de soutine que vous avez sur le dos. Vous deviendrez célèbre. On dira, voilà l'homme dont la peau vaut 10 millions. Acceptez-vous ma proposition? Que diriez-vous d'un bon petit gueuleton bien tranquille pour discuter de nos affaires? » Drioli l'écoutait, les sourcils froncés. Il n'aimait pas du tout le long cou flexible de l'inconnu,
ni sa façon de le dresser vers son interlocuteur comme un reptile. Du canard rôti et du chambertin, proposa l'homme, et peut-être un soufflé au marron, très mousseux, très léger. Il mettait un accent succulent sur les mots, les faisant claquer contre sa langue. Le regard de Drioli vacilla, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Le pauvre homme en bavait littéralement. « Et comment préférez-vous le canard? Bien doré, avec la peau croustillante, ou bien… »« Je viens !» dit Drioli précipitamment. Il ramassa sa chemise, l'enfila comme un fou tout en criant « Je viens! Attendez-moi! J'arrive !» En un clin d'œil, il disparut de la galerie avec son nouveau protecteur. Quelques semaines plus tard, à Buenos Aires, on vit apparaître dans une vente un tableau de Soutine, un portrait de femme, d'une facture insolite, richement encadrée et lourdement vernie. Si l'on songe qu'il n'existe pas d'hôtel Bristol à Cannes, cela donne à penser. Il faut espérer que le vieil homme se porte bien, et quel que soit maintenant le lieu de son séjour, souhaiter ardemment qu'il s'y trouve une jolie fille potelée pour lui faire les mains, et une femme de chambre pour lui servir son petit déjeuner au lit tous les matins.